Avec la même joie et la même fraîcheur, j'espère, que si c'était la première. Et vous avez invité Xavier Bailly, l'administrateur de l'abbaye pour le Centre des Monuments Nationaux. Oui, Xavier Bailly, qu'accompagne un habitué de la maison, si je puis dire, le grand scénariste Bruno Cellier, qui a illuminé tant de nos monuments et qui va proposer aux visiteurs à partir du 7 juillet un nouveau spectacle intitulé « Les Chroniques du Mont ». Quant à Lorena Martin, de quoi croyez-vous qu'elle va venir nous parler ? Évidemment de la mer Poulard et de sa célèbre omelette montoise. Certains recueils existent des beaux textes qu'a pu inspirer le Mont-Saint-Michel, à Victor Hugo, à Flaubert, à Stendhal, que sais-je. Beaucoup d'auteurs ont écrit sur le mont. Une des plus belles descriptions est peut-être celle que signe Guy de Maupassant dans La légende du Mont-Saint-Michel. On était en 1882, je cite Maupassant. Je l'avais vu d'abord de Cancale, ce château de fées planté dans la mer. Je l'avais vu confusément, ombre grise dressée sur le ciel brumeux. Je le revis d'Avranches au soleil couchant. L'immensité des sables était rouge. L'horizon était rouge. Toute la baie démesurée était rouge. Seule l'abbaye escarpée, poussée là-bas, loin de la terre, comme un manoir fantastique, stupéfiante comme un palais de rêve, invraisemblablement étrange et belle, restait presque noire dans les pourpres du jour mourant. J'allais vers elle, le lendemain, dès l'aube, à travers les sables, l'œil tendu sur ce bijou monstrueux, grand comme une montagne, ciselé comme un camée et vaporeux comme une mousseline. Plus j'approchais, plus je me sentais soulevé d'admiration, car rien au monde peut-être n'est plus étonnant et plus parfait, et j'errais, surpris comme si j'avais découvert l'habitation d'un dieu au travers ces salles portées par des colonnes légères ou pesantes, à travers ces couloirs percés à jour, levant mes yeux émerveillés sur ces clochetons qui semblent des fusées parties vers le ciel, et sur tout cet emmêlement incroyable de tourelles, de gargouilles, d'ornements sveltes et charmants, feux d'artifice de pierre, dentelles de granit, chefs-d'œuvre d'architecture colossale et délicate. D'après la première source de l'histoire du Mont-Saint-Michel, la Revelatio Ecclesiae Sancti Michaelis in Monte Tumba, qui a été rédigée par un clerc au IXe siècle, l'évêque d'Avranches, Aubert, a une apparition une nuit de l'an 708. Donc 708, on est au temps des Mérovingiens encore. Avranches est à cette époque-là le siège d'un évêché qui participe activement à l'évangélisation de terres dont on ne peut pas dire qu'elles aient été encore toutes parfaitement évangélisées. Aubert, qui a l'habitude de se retirer, de méditer sur le mont Tombe, rêve précisément de Saint-Michel. Il va réunir ses chanoines pour leur en parler. Je cite le texte fondateur. « Il y a quelque temps que, m'étant mis le soir sur le lit pour prendre quelque repos, je vis en songe devant moi l'archange Saint-Michel, lequel me dit que je lui édifiasse un temple sur le mont Tombe, et qu'il voulait là être honoré ainsi qu'il l'était au mont Gargan. M'ayant dit cela, il disparut. Je m'éveillai soudain et demeurai tout pensif au sujet de cette vision, et après plusieurs hésitations, je conclus ne pas devoir croire à cette révélation qui, pensais-je, pouvait être le jeu de quelque illusion. Quelques jours s'étant écoulés, le même archange m'apparut comme auparavant, mais d'un maintien plus sévère, me disant que sa volonté était que je lui fisse bâtir un temple au lieu qu'il m'avait désigné la première fois, et que je devais lui obéir sans tant de délai. Il convient ici quand même de rappeler qui est l'archange Saint-Michel, symbolise le triomphe du bien sur le mal, n'est-ce pas ? Dans l'Apocalypse, il lutte contre le dragon et les anges rebelles, et au moment du jugement dernier, il pratique la pesée des âmes des défunts. Il va conduire celle des élus au ciel, pendant que Satan se chargera évidemment des damnés là-bas, en enfer. Aubert ne tient pas compte des deux premières apparitions de l'archange, mais lorsqu'arrive la troisième, le doigt de Saint-Michel va littéralement laisser une cicatrice à la tête, un trou sur la face postérieure de l'évêque. Et d'ailleurs, dans la basilique Saint-Gervais d'Avranches, une châsse renferme le crâne de Saint-Aubert, et il faut bien dire que sur l'os pariétal droit, on voit le trou que la légende attribue à l'intervention de l'archange.
L'évêque va donc faire construire une chapelle arrondie en forme, une chapelle assez simple, une toute petite basilique si vous voulez, capable d'accueillir une centaine de fidèles, bâtie sur le modèle donc du sanctuaire de Saint-Michel au Mont-Gargan en Italie, dans les Pouilles, devenu à la fin du 5e siècle le premier grand sanctuaire de Saint-Michel en Occident. L'évêque Aubert envoie 2 clercs au Mont-Gargan pour qu'ils en rapportent des gages censés avoir été donnés par l'archange, un morceau de manteau pourpre que Saint-Michel avait abandonné lors d'une apparition et un fragment d'une pierre sur laquelle il avait laissé l'empreinte de son pied. Les émissaires reviennent le jour de la première messe célébrée donc par Aubert. Nous sommes là le 16 octobre 709, je dis bien 709. L'évêque va confier la garde du nouveau sanctuaire à une communauté de 12 chanoines. Aubert lui-même va être là, bien sûr, il s'occupe de tout ça. Il meurt en 725. Le premier pèlerin qu'on connaisse est un moine qui s'appelle Bernard. Vers 865, il gagne le sanctuaire de Saint-Michel après être allé se recueillir à Rome, au Mont-Gargan et à Jérusalem. Et à la même époque, un habitant de Laon, qui a été condamné par les tribunaux pour avoir battu sa mère à mort, monsieur très bien sans doute, va faire ce fameux pèlerinage au Mont Saint-Michel. En 933, le mont est rattaché au duché de Normandie et au cours de l'hiver, la Normandie depuis 911, vous voyez, donc c'est vraiment très très précoce. Et au cours de l'hiver 965-66, le duc de Normandie, Richard Ier, va remplacer les derniers chanoines du sanctuaire pour installer là à leur place des moines bénédictins qui viennent de Saint-Vendry, donc grande abbaye pas très loin de Rouen. L'abbé Ménard, donc premier abbé du Mont, s'installe sur le rocher avec 12 frères. Il ordonne la construction d'une église plus vaste, qui sera Notre-Dame sous terre beaucoup plus tard. Il s'agit d'accueillir un nombre de pèlerins qui ne cesse de croître. Le duc de Normandie trouve cela très bien. Il finance la construction. Mais, comme ce sera souvent le cas par la suite, un premier incendie va intervenir. 992, le premier incendie qui se déclare dans une maison et qui se propage très rapidement pour finalement atteindre l'abbaye, l'église, les bâtiments conventuels. Tout ça est littéralement réduit en cendres et c'est le duc de Normandie qui va financer les travaux de reconstruction. Ça n'empêche pas la communauté bénédictine du Mont de prospérer. Au début du XIe, elle compte déjà une 50aine de membres. Pour être capable d'accueillir davantage de fidèles, pour offrir un écrin aux reliques de l'évêque Aubert, évidemment à celle de Saint-Michel, venu du Mont-Gargan, une nouvelle abbaye est édifiée à partir de 1023 au sommet du rocher, à près de 80 mètres d'altitude, une abbaye qui va bientôt devenir un très important symbole pour toute la chrétienté. C'est l'une des premières grandes églises romanes de Normandie. On n'a pas fini de parler d'elle. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors, vous nous plongez, Franck Ferrand, cet après-midi au cœur de l'histoire du Mont Saint-Michel. À la fin du Xe siècle, des moines bénédictins s'y installent. On vient de le vivre avec vous. Est-ce que vous pouvez, juste avant qu'on reprenne l'histoire du Mont Saint-Michel, est-ce que vous pouvez nous rappeler les origines et les principes de l'ordre bénédictin? J'allais dire, les principes, ça va être long. 73 chapitres, la règle bénédictine, qui remonte donc au VIe siècle. C'est au milieu du VIe siècle, 540, que Benoît de Nursie du Mont Cassin va édicter ces règles qui seront ensuite imposées par l'empereur avec l'appui, sur les conseils, on va dire, d'un autre Benoît d'Aniane, et à partir du synode d'Aix-la-Chapelle, donc ça c'est en 817, juste après la mort de Charlemagne, on va étendre cette règle bénédictine à tous les monastères d'Europe occidentale, avant que d'autres règles, vous savez, ne viennent peu à peu rogner sur l'empire bénédictin. Au Mont Saint-Michel, donc pour accueillir ces bénédictins, mais aussi pour accueillir les pèlerins, ne l'oubliez pas, on va bâtir cette nouvelle abbaye à partir de 1023. Énorme chantier, on construit l'abbatiale avec du granit qui vient des îles Chausey, c'est-à-dire pas très loin, mais quand même, il faut les apporter, ça fait une trentaine de nos kilomètres. Les bâtisseurs font vraiment preuve de génie. Imaginez que l'abbatiale, qui fait 80 mètres de long, ne repose pas seulement
elle ne repose pas tout entière, disons, sur le rocher. Le sommet du mont ne mesure qu'une 30aine de mètres. Donc, il va falloir aménager une sorte de plateforme artificielle en haut de la colline, et l'abbatiale est en grande partie édifiée sur du vide, si l'on peut dire, c'est-à-dire sur plusieurs cryptes. Nous y viendrons tout à l'heure, on va visiter tout ça, évidemment, avec nos invités. Seule la première travée du chœur, la croisée du transept, les 4 premières travées de la nef reposent sur la roche, et puis tout le reste est comme ça en suspension, si l'on peut dire. L'abbaye ne sera achevée que 62 ans plus tard, en 1085, monument tout simplement extraordinaire pour l'époque, bien sûr, et qui change de toutes les autres abbayes bénédictines, qui étaient beaucoup plus classiques, si je puis dire, dans leur disposition. Là, il a fallu faire la part des lieux. C'est en cette fin de 9e siècle, on peut dire qu'il faut situer, de 11e siècle, on est à donc 1085, la fin de la construction, c'est là qu'il faut situer l'apogée de l'abbaye. Les années qui vont de 1050 à 1080 sont les plus productives de l'atelier de copie, car c'est là qu'il faut évoquer les fameux manuscrits du Mont-Saint-Michel, si bien calligraphiés et surtout si magnifiquement enluminés. Les moines rédigent des recueils de miracles qui vantent les mérites du saint. Le plus célèbre d'entre eux rapporte qu'en 1011, une femme enceinte aurait été surprise dans la baie par la marée montante. C'est que la marée monte très vite au Mont-Saint-Michel. Elle était juste sur le point d'accoucher. Eh bien, elle a été épargnée parce qu'elle a su invoquer l'archange à temps, et elle a mis au monde un garçon. On raconte tout ça. Les manuscrits du Mont-Saint-Michel traitent de sujets infiniment vastes. C'est un des grands ateliers de copie et d'enluminure de l'époque. Les pèlerins, on les appelle bientôt les Miquelots, en référence à l'archange Michel. Les pèlerins vont emprunter des routes qu'on appelle les chemins montais. Alors là, il y a des chemins qui partent de partout, de Barfleur, de Caen, de Rouen, de Paris, de Chartres, de Fougères, de Rennes, etc. Une dizaine d'itinéraires principaux, avec aussi des pèlerins qui viennent d'ailleurs, d'Irlande, d'Écosse, d'Angleterre, des pays germaniques. Il y en a qui viennent d'Espagne, d'Italie. Avant de regagner leur contrée, ils agrafent une coque sur leur pèlerine. C'est le symbole des Miquelots. Les pèlerins doivent évidemment éviter 2 grands dangers. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il faut éviter les bandits qui, à l'époque, savent les attendre à la croisée des chemins, et puis aussi ces sables mouvants qui vont faire aussi la réputation du mont, qui le protègent d'une certaine manière et qui le rendent si mystérieusement dangereux. La petite bourgade de Saint-Pierre-du-Mont accueille de plus en plus d'hôteliers, de marchands, d'artisans, de pêcheurs. Le mont va devenir un grand centre de pèlerinage. Il n'y a pas d'autres sites, il n'y a pas d'autres sanctuaires dédiés à Saint-Michel qui soient de cette importance-là. Et c'est à cette époque, d'ailleurs, que remonte la plus ancienne image qu'on possède du Mont-Saint-Michel. C'est sur la célèbre broderie de la reine Mathilde. Vous savez ce qu'on appelle la tapisserie de Bayeux, où l'on voit une sorte de tertre qui symbolise le Mont-Saint-Michel. Malgré des dizaines d'incendies, malgré des effondrements à répétition, notamment la nuit de Pâques 1103, où tout le côté nord de la nef va s'effondrer sur le dortoir des moines, entre parenthèses sans faire de victimes. L'abbaye, malgré tout ça, est en plein essor. Les ducs de Normandie et un certain nombre de seigneurs du voisinage accordent toutes sortes de libéralités aux moines qui reçoivent des terres en Bretagne, en Anjou, dans le Maine, en Touraine, dans le Poitou. C'est très important ça pour une abbaye. Il faut avoir les revenus qui vont avec. Et là, ça procure beaucoup de richesses à ces moines qui ont des domaines en région parisienne, en Angleterre, je vous dis jusqu'en Italie. En échange, les ducs de Normandie nomment eux-mêmes les abbés. En tout cas, ils essaient de les nommer. Je dis les ducs de Normandie, vous êtes bien conscient qu'il y a eu la conquête de Guillaume entre-temps. Et donc, quand je dis duc de Normandie, il faut entendre roi d'Angleterre. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de la fondation de l'abbaye du Mont-Saint-Michel jusqu'à son rattachement à la couronne de France. Nous sommes pour l'instant au XIIe siècle, un siècle qui a vu l'élection d'un nouvel abbé qui va permettre au Mont-Saint-Michel d'avoir un retentissement européen. Oui, le Mont-Saint-Michel est déjà un très grand lieu de pèlerinage. C'est un foyer culturel très important du fait de son scriptorium, des grands manuscrits qui en sortent, même si on n'est pas encore au sommet là des manuscrits. Les abbés vont jouer un rôle très important. C'est le cas de Bernard, par exemple, qu'on appelle Bernard le Vénérable, qui est arrivé du Bec et Loing, et qui est abbé à partir de 1131. C'est lui qui va faire reconstruire tout le côté nord de la nef dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'était
s'était complètement effondré. Olivier Mignon nous dit « À la mort de Bernard, la communauté choisit l'un des siens. Furieux, le roi d'Angleterre Henri II Plantagenet fait saisir les biens de l'abbaye et lui impose une forte amende. » Et oui, c'était pas du tout ce qui était prévu, n'est-ce pas? Le roi devait nommer les abbés. Après la disparition de l'abbé Geoffroy, les moines tentent à nouveau d'élire leur supérieur. En représailles, le duc de Normandie, néanmoins roi d'Angleterre, fait expulser le nouvel abbé avant de créer une commission pour surveiller de près le turbulent monastère. Et c'est dans ce contexte un peu tendu, c'est le moins qu'on puisse dire, que va être élu en 1154 le grand Robert de Torigny. Alors lui, on en parle toujours. C'est lui. D'abord, il fait passer la communauté d'une petite quarantaine à une grosse soixantaine de moines, chiffre qui ne sera plus jamais dépassé par la suite. Il agrandit plusieurs bâtiments. Il se fait notamment bâtir un logis abbatial parce qu'avant l'abbé vivait avec les moines. Là, il se fait son propre palais, si je puis dire. Mais Robert de Torigny n'est pas seulement un bâtisseur. Il est un homme politique qui tient tête au roi d'Angleterre, qui va donner une sorte de renommée très importante à ce Mont Saint-Michel dont il défend les droits en récupérant des terres et des revenus de l'abbaye qui avaient été spoliés sous les abbatiats précédents. Il a un vrai rôle de politique, on le voit à la cour d'Henri II Plantagenet et d'Aliénor d'Aquitaine, on le voit au concile de Tours, où il est invité par le pape lui-même en 1163, etc. Il va surtout enrichir considérablement la collection des manuscrits du Mont. Alors on trouve bien sûr les textes dont je vous parlais tout à l'heure, les hagiographies, les textes liturgiques, etc. Des textes des théologiens pères de l'Église aussi, Saint Augustin, Saint Grégoire, Saint Jérôme, etc. Mais aussi des textes de l'Antiquité, Aristote, Platon, Cicéron, etc. Et toutes sortes d'ouvrages profanes, livres de droit, d'histoire, de médecine, bref, une généralisation, une extension considérable de ce qu'on appelait la librairie à l'époque, c'est-à-dire la bibliothèque, et qui va faire du Mont Saint-Michel la cité des livres. Seulement, le roi de France est là qui lorgne sur le mont et d'une façon plus générale sur une Normandie dont la France n'a jamais véritablement accepté de se déposséder. Philippe Auguste, vous le savez, a bien l'intention de l'annexer, cette Normandie, qui était devenue propriété du roi d'Angleterre. En 1204, il va monter une armée avec les Bretons et entre le 22 et le 25 avril de cet an de grâce 1204, on va voir 400 Bretons se lancer à l'assaut du mont. Alors, entre parenthèses, ça ne se passe pas bien du tout, ils n'y arrivent pas. Ils vont tuer beaucoup de villageois, incendier le bourg, qui est défendu par de simples palissades de bois. Il n'est pas encore fortifié à l'époque. Le feu se propage, détruit un des bâtiments qui a été érigé au nord du rocher. Il n'empêche, pendant ce temps, la Normandie est bel et bien annexée, rattachée à la couronne de France. On peut pas dire que le roi Philippe Auguste se montre mauvais prince, si j'ose dire, puisqu'il va donner quand même quelques 20 000 livres tournois au collège des moines de l'abbaye du Mont Saint-Michel. C'est une somme considérable. Pour vous donner une idée, c'est à peu près la moitié de ce qu'a coûté la construction complète de la Sainte-Chapelle avec ses vitraux, une génération plus tard, vous voyez, donc... et là, avec cet argent, puisque maintenant ils sont devenus très riches, sous l'abbatiat de Raoul des Îles, en 1212, va commencer un grand chantier, le chantier de ce qu'on appellera, de ce qu'on continue d'appeler, de ce qu'on continue de glorifier sous ce nom, la merveille. Bonjour Xavier Bailly. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. La merveille, elle continue d'attirer du monde. Combien de visiteurs chaque année au Mont-Saint-Michel ? L'abbaye du Mont-Saint-Michel reçoit 1 300 000 visiteurs, soit à peu près la moitié des visiteurs qui se rendent au Mont-Saint-Michel, avec toujours cette éternelle confusion entre Mont-Saint-Michel et abbaye. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de me dire qu'il y a des gens qui vont jusqu'au mont, qui montent sur le Mont-Saint-Michel, qui ne visitent pas l'abbaye. Absolument, Franck. Ça paraît fou, ça, non ? Oui, mais parce que les deux sont tellement entremêlés, vous l'avez très bien dit, très bien raconté. L'abbaye du Mont-Saint-Michel est peu connue parce que finalement elle couronne le Mont-Saint-Michel, c'est la dernière étape de ce qu'était autrefois l'itinéraire des pèlerins, aujourd'hui celui des touristes, et lorsqu'ils arrivent aux portes du monument, eh bien ils sont soit fatigués, soit peut-être un peu déjà découragés, parfois même déroutés, et peut-être même aussi un peu sans argent aussi finalement. Nous allons faire un pari, c'est que parmi les auditeurs d'Au cœur de l'histoire, pas un seul n'aille au Mont-Saint-Michel sans se donner la joie
absolument ineffable de visiter les lieux eux-mêmes. Avec vous, dans un instant, nous allons entrer dans cette fameuse merveille. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous nous emmenez, Franck Ferrand, au cœur de l'histoire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et du Mont-Saint-Michel de façon générale. Avec votre invité, vous recevez Xavier Bailly. Il est administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel pour le Centre des Monuments Nationaux. Il y a une chose très émouvante, rien que d'en parler, ça colle des frissons, c'est de voir se dessiner très loin à l'horizon ce petit triangle, ce qui peut être mauve, qui peut être vert foncé, ça dépend de l'heure du jour. Ce petit triangle qui à l'horizon désigne le Mont-Saint-Michel, mais quand on l'aperçoit, on peut dire, Xavier Bailly, qu'on est très loin d'être arrivé encore. Oui, comme les pèlerins qui, sur ces promontoires qui couronnent l'abbaye du Mont-Saint-Michel, s'écriaient Montjoie, Saint-Michel. Ils croyaient avoir atteint leur but, ils avaient encore une longue route, parfois même devaient-ils encore contourner la baie puisque l'on parvenait au Mont-Saint-Michel en franchissant l'itinéraire le plus long entre le littoral et le rocher en arrivant par le nord. Eh oui, on passait par le nord, c'est assez étrange. D'ailleurs, c'était pour le voir de loin. Non, c'était surtout que si le rocher est très proche du rivage côté sud, il y a aussi le Couesnon qui, dans sa folie, a placé le mont en Normandie et qui a surtout pour particularité d'être un fleuve dont le cours est assez libre, changeant, déroutant, voire dangereux, tumultueux, oui. et donc par conséquent représentait une menace, ne dit-on pas, le Mont Saint-Michel au péril de la mer. Et c'est ça, bien sûr, et c'est exactement le cas parce qu'il faut y aller jusqu'au mont, avec notamment ces fameux sables mouvants qui sont dans l'esprit de tout le monde. Évidemment, quand on parle du Mont Saint-Michel, on a toutes ces histoires plus ou moins héroïques, plus ou moins lugubres, de ces familles entières englouties dans les sables mouvants. Qu'en est-il vraiment ? mais aussi des miracles. Vous les avez soulignés et ils ont participé à la notoriété du Mont Saint-Michel. Non, c'est vrai que c'est la grande particularité de ce triangle dont vous parlez tout à l'heure, c'est d'être inscrit dans un paysage d'exception. Nous sommes ici au cœur d'un patrimoine mondial, inscrit comme tel, le Mont Saint-Michel en 1979, et dont il est difficile de délier et le rocher et la baie, la mer et le ciel. Vous l'avez dit tout à l'heure en prologue, c'est là un univers à part entière, d'une grande singularité, mais où l'on se rappelle aussi que la mer se retire pour laisser le passage aux pèlerins. Cette dimension biblique est exceptionnelle. Évidemment, et ça fait partie, bien sûr, de cette dimension très spirituelle des lieux. Ces gens viennent par milliers en pèlerinage, un pèlerinage qui culmine au ce qu'on appelle le bas Moyen-Âge, 14-15e siècle à peu près. C'est le moment où le pèlerinage au Mont-Saint-Michel est au maximum. À ce moment-là, le mont fait vraiment partie de la couronne de France. Il est rattaché, bien sûr, à la France. Oui, et puis nous sommes aussi sur un pèlerinage double. C'est le Mont-Saint-Michel en tant que destination, mais c'est aussi une étape singulière. Autre inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 98, le Mont-Saint-Michel en tant qu'étape des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors nous avons évoqué les églises basses devenues souterraines. Nous avons évoqué la grande église romane qui s'est écroulée. D'ailleurs, je n'ai parlé que d'un effondrement, mais il y en a eu plusieurs en vérité. Bon. Et puis, on va finir par bâtir ce qu'on appelle la merveille. Décrivez-nous cette merveille. La merveille, c'est un immeuble d'une grande singularité, une vraie audace, puisqu'il flanque le versant nord du rocher, le plus escarpé, le plus périlleux, mais c'est le seul espace disponible au XIIIe siècle lorsqu'il faut réédifier l'abbaye, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Et c'est un bâtiment qui réunit à la fois 3 niveaux d'élévation, et 2 jeux de salles à chaque niveau, cellier et aumônerie au premier niveau, salle des hôtes, salle des chevaliers au deuxième, et bien sûr pour couronner le tout, le réfectoire des moines et le cloître qui culmine au-dessus de ce bâtiment. Une architecture très élégante, très fine, et ce cloître notamment avec ses colonnettes qui s'ouvrent sur la baie et sur la mer, c'est tout simplement merveilleux. C'est une architecture gothique très profondément marqué par une esthétique normande. Nous sommes ici dans ces premières décennies du XIIIe siècle où l'art gothique est à son apogée. Nous avons là un ensemble monastique unique au monde et d'une grande élégance. C'est un joyau à tous les points de vue. On comprend que Louis XI, François Ier, Louis XIV en aient été fous. Nous allons entrer dans cette dimension royale du Mont-Saint-Michel dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Pour cette émission consacrée au Mont-Saint-Michel, consacrée à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, Franck Ferrand, vous recevez Xavier Bailly. Il est administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel pour le Centre des Monuments Nationaux. Il y a un moyen de se donner une idée de ce que pouvait être le Mont-Saint-Michel au XVIIe siècle, c'est de voir le plan relief, tout simplement, de l'époque de Louis XIV. C'est une archive exceptionnelle. Il faut absolument mettre les deux en lien, d'ailleurs, avec Emmanuel Starkey. On y travaille, parce que c'est vraiment là quelque chose qui nous rapporte une mémoire. Ce plan relief offert à Louis XIV par la communauté de l'abbaye du Mont-Saint-Michel nous montre non seulement le Mont-Saint-Michel avec presque un instantané, mais également avec des façades qui s'ouvrent et qui nous montrent les dispositions intérieures, celles des Moristes arrivés là sur le site en 1622 et qui ont notamment transformé l'ancien grand réfectoire gothique en cellules, par exemple. Alors oui, et ce qui est un peu triste, c'est que quand même, sous Louis XIV, le Mont-Saint-Michel est devenu une prison d'État. Ça fait partie des fameuses prisons d'État où l'on envoie les gens avec des lettres de cachet comme à Pignerol ou à la Bastille. Oui, ne dit-on pas d'ailleurs la Bastille des mers pour le Mont-Saint-Michel. Voilà. C'est vraiment, effectivement, une tradition qui s'était déjà presque instaurée sous le règne de Louis XI. Dès Louis XI. Oui, Louis XI vient en 1473 et on connaît son goût et pour la piété, mais aussi pour les geôles. Saint-Michel, puisqu'il va créer l'ordre de Saint-Michel. Tout à fait. Donc nous avons là un monument d'une grande richesse, à la fois historique, patrimoniale, mais aussi architecturale, avec ces différentes époques. Il n'a jamais été pris, le Mont-Saint-Michel, à partir du moment où il devient français en 1204, il est resté intact, si je puis dire. Presque inviolé, voilà, pourrait-on dire. Je n'osais pas employer le mot, mais vous avez raison, c'est ça en fait. Oui. Ah oui. Le Mont-Saint-Michel résiste, et d'ailleurs il incarne en quelque sorte la résistance française, dernière épine dans le talon des Anglais lorsque, pendant la guerre de 100 ans, toute la Normandie est redevenue anglaise. Bon voilà, donc le Mont-Saint-Michel, mais probablement grâce à la force même de l'archange, incarne la résistance française. Alors la prison est devenue une prison terrible à partir de la fin de l'Ancien Régime, sous la Révolution française. Là, le Mont-Saint-Michel joue un rôle politique, si je puis dire, mais pas très agréable, évidemment. Non, on peut considérer d'ailleurs que les bâtiments sont sauvés, qu'ils nous parviennent dans leur quasi-intégralité lorsque la prison ferme ses portes en 1863, mais assez quand même mouvementé, transformé, presque mutilé par cette période carcérale qui a vu héberger dans ces lieux 14 000 détenus entre 1793 et 1863. Un lieu effroyable. Qui n'étaient pas tous de même origine, si je puis dire, puisque dans un premier temps, ce sont les prêtres réfractaires que l'on installe ici. Oui. Vous avez tout à fait raison, les prêtres réfractaires à la Constitution. De prêter serment à la Constitution civile du clergé. Tout à fait. Puis auquel succèdent assez vite les chouans. Et dans les troubles de ce 19e siècle qui voit se succéder en France des révolutions, eh bien des prisonniers politiques avec quelques figures célèbres comme Barbès, Blanqui, Raspail et d'autres. Le Mont-Saint-Michel, sous la Révolution, avait été rebaptisé Mont-Libre. Oui. Parce que Saint-Michel, évidemment, c'était un terme qui paraissait trop religieux aux révolutionnaires. Est-ce qu'il y a eu des déprédations, des dégradations liées à cette utilisation du mont comme prison et notamment des bâtiments abbatiaux? Si vous imaginez par exemple que l'église abbatiale avait été découpée en planchers superposés pour y accueillir des détenus et des ateliers, les grandes salles gothiques transformées en ateliers également, il faut imaginer que l'enjeu, dès après la fermeture de la prison en 1863, sera quasiment d'expérimenter, et ce sera là toute la succession du travail mené par les architectes en chef, d'expérimenter, d'éprouver ici la doctrine française en matière de restauration des monuments historiques. De ce point de vue, le Mont-Saint-Michel en est à quelque part une sorte de faire-valoir, de symbole. Il y a une chose qui s'est développée tôt, c'est-à-dire dès le Second Empire, ça a même commencé un petit peu avant, c'est le tourisme en fait. Il y a plus de pèlerins, mais il y a des touristes, si l'on peut dire. Oui, et c'est vrai que on oublie que la fermeture de la prison est elle est à la fois presque rendue inévitable suite aux assauts littéraires de Victor Hugo, mais il y a aussi des conjonctions fluviales qui font que ces lunes, qui sont deux fleuves, viennent couper les lignes de communication et rendent presque
impossible l'approvisionnement. Par conséquent, la construction de la route digue en 1879 va rattacher le Mont-Saint-Michel au continent et rendre possible ce nouvel enjeu, celui du tourisme. Et les moines, les religieux ne reviendront que beaucoup plus tard, en fait. C'est au XXe siècle. C'est au XXe siècle. C'est André Malraux qui permet, à l'occasion du millénaire monastique, le retour d'une communauté de bénédictins, puis aujourd'hui des fraternités monastiques de Jérusalem. Donc les fraternités monastiques de Jérusalem occupent, si je puis dire, l'abbatiale au milieu des touristes. Néanmoins, ça doit être difficile pour vous de gérer tout cela, sans doute, non ? Non, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de la vie de ce monument, qui le rend éminemment humain et accessible. Voilà, l'administration d'un côté, les visiteurs, le projet culturel, le projet développement touristique. Et ce développement touristique, il passe évidemment par de grands spectacles. Il faut offrir aux touristes, il faut montrer le mont sous son meilleur jour ou sous ses plus belles illuminations. Et c'est là qu'intervient Bruno Cellier. Il est avec nous dans ce studio. Bonjour Bruno. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces chroniques du mont qui vont être, on peut dire, projetées sur le Mont Saint-Michel à partir du 7 juillet. Alors, projetées, pas seulement. Enfin, la difficulté et à la fois l'extraordinaire défi qu'offre le Mont Saint-Michel, c'est de l'évoquer en une année. Alors déjà, je commence par quelque chose, c'est que les Chroniques du Mont vont se développer sur 3 ans. Il y a 3 tomes, donc j'invite les visiteurs à prendre rendez-vous. Donc en fait, si on veut voir l'ensemble de l'histoire, il faut venir 3 années de suite, c'est ça ? Oui, depuis le début de l'émission, vous et puis Xavier, vous avez bien montré la richesse symbolique, naturelle. On était à grands pas, on a chaussé des bottes de 7 lieues. Et donc, même s'il y a beaucoup de salles qui s'offrent à la scénographie, enfiler comme des perles ces thématiques, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc la première année, c'est au commencement, in principio, en quelque sorte. C'est une mise en perspective de pas seulement l'environnement, mais vraiment le cadre de la baie, du mont et de ce qui l'entoure. Alors, sous quelle forme, c'est ce que nous allons voir avec vous dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h, nous sommes au cœur de l'histoire du Mont-Saint-Michel cet après-midi sur Europe 1 avec Xavier Bailly, qui est administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel pour le Centre des Monuments Nationaux. Et votre deuxième invité, Franck Bruno Cellier, qui est directeur artistique, scénariste, metteur en scène et créateur du spectacle Les Chroniques du Mont, un spectacle à voir du 7 juillet au 1er septembre à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Alors au Palais des Papes en Avignon, pour les luminescences, nous avions fait une émission là-bas, sur place, avec vous, Bruno Cellier, au Grand Palais avec cette conquête de l'air extraordinaire. Nous étions très largement dans la projection d'images, ce qu'on appelle le fameux mapping. C'est un peu différent ce que vous nous proposez là au Mont-Saint-Michel en fait. Oui, le mont, c'est vrai, pourrait presque se suffit à lui-même, puisque le plus beau son lumière, c'est le rythme des nuits et des jours avec le soleil. L'idée, c'est grâce à la lumière, au son et à la vidéoprojection dans quelques salles, c'est de faire toucher du doigt des yeux, et par les oreilles, certains aspects méconnus qu'on peut oublier, et inviter les visiteurs, toujours pareil, à pousser la porte et aller plus loin, et une fois revenus chez eux, à se documenter, à chercher tous les secrets, tous les trésors du Mont-Saint-Michel. La curiosité, en fait. Oui, c'est vraiment ça, parce que faire le tour en une soirée, bien sûr, c'est pas possible. Donc c'est d'une façon originale, de pièce en pièce. Et Xavier sait combien c'est parce que les gens font un parcours, mais il y a une multitude de parcours possibles. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de suivre un itinéraire très précis. On peut. Alors si, la particularité de la nuit, et puis pour que ça ait un sens, il faut il y a un sens de parcours, de visite, qui évoluera sur les 3 ans. Donc là, au commencement cette année, il y a un certain parcours, et avec Xavier, on va s'efforcer déjà de préparer l'année prochaine, mais tout a un sens et la scénographie se succède. Donc c'est bien un scénario de visite nocturne du Mont-Saint-Michel qui est proposé. Ça nous emmène jusqu'où ses origines, ce que vous appelez les origines. Alors ces origines, alors je dis pas comment, la dernière image dans certains endroits, mais c'est le jour où certains hommes décident d'en faire un lieu spirituel, mais on est bien sur tout ce qui précède avant, cette dimension aussi symbolique avec l'eau, la montagne, le mont tombe et toutes les symboliques très riches qui sont derrière, et puis l'organisation, la symphonie des éléments naturels qui a permis à cette merveille d'être prête, de s'offrir à l'homme et à ses projets. Ça commence à la nuit tombée ou ça supporte encore la lumière du jour? On s'incline devant le soleil. Et donc le soleil fait sa loi jusqu'à ce qu'il tombe dans l'océan. Mais ça commence à 19h30 tout l'été. Et pour finir, la dernière entrée est à 23h. Donc jusqu'à minuit. C'est un peu un parcours initiatique, un petit côté nom de la rose dans ce que vous nous proposez, non? Oui, j'espère que ce sera une découverte de ce genre et que les gens vont découvrir des choses inattendues.
Bien sûr. Et l'année prochaine, on passe donc à la construction des grands édifices. Non, c'est ça alors cette année c'est au commencement, l'année prochaine ça s'intitulera Combat. Ce sera quelque chose de plus mouvementé, de plus mystérieux. Autour des manuscrits. Alors non, combat à la Non. fois dans les dimensions temporelles, dans les dimensions spirituelles, combat Du bien et du mal, en voilà, fait. toutes ces choses-là. Et puis les L'histoire de éléments, l'archange. et donc quelque chose, une visite surprenante, mais déjà venez cette année pour comprendre la deuxième année. Les lumières artificielles de Bruno Cellier sont tout simplement magiques. On l'a souvent dit. Et là encore, d'ailleurs, bientôt aux Invalides. Faut pas oublier d'aller voir la nuit aux Invalides. À partir de la semaine prochaine. c'est Dès vrai. la semaine Merci. prochaine. Mais les lumières naturelles ne sont pas mal non plus, disons-le, Xavier. C'est très beau, ce Mont-Saint-Michel. Aux petites heures là du petit matin, c'est formidable quand la brume Franck, est encore là. Vous le savez, le Ah bah Mont oui, oui. Saint-Michel, il faut y rester, il faut C'est venir ça, tôt, exactement. il faut aussi laisser presque pas enfermé le soir puisque c'est un village qui reste ouvert tout le temps. Mais c'est vrai que la terrasse de l'Ouest à l'abbaye, c'est quand même l'endroit le plus beau du monde. Moi, j'ai presque envie de dire que c'est le plus beau balcon sur la baie du Mont-Saint-Michel. Si vous avez, je parle là à ceux qui nous écoutent bien sûr, si vous avez du Mont-Saint-Michel l'image de ruelles surencombrées de touristes au milieu de boutiques de souvenirs, oubliez tout ça, revenez à d'autres dates, à d'autres heures, essayez de faire en sorte d'avoir Venez le le mont pour soir vous tout aussi. seul. Venez le soir, Mais venez oui. hors saison. Tiens, au moment des vacances de Noël, ou même après, au tout début de l'année, c'est tout simplement merveilleux. Absolument. On ne le dira jamais assez, il faut que ce mont, il vive toute l'année, et c'est tellement plus beau, j'allais dire quand il n'y a personne ou pas grand monde, forcément, parce que bon, en plein été dans la grande C'est un rue, privilège. c'est moins amusant, forcément. Merci infiniment, puis maintenant il a été entièrement désensablé, donc il est rendu Ah oui, à sa mais splendeur native. Ça, c'est... La plus belle promenade, c'est de prendre le pont passerelle pour y arriver. Alors évidemment, lorsque vous êtes bien promené, vous avez une petite faim, et vous vous arrêtez où ? Chez la mère Poulard. Bonjour Lorena. Bonjour. Franck. Vous n'avez même pas attendu la promenade, vous êtes tout de suite arrêté chez Mais la oui, mère tout de Poulard à suite, l'entrée tout de là. suite, cette grande institution du Mont Saint-Michel qui existe depuis 1888 et qui fête cette année ses 130 ans. Elle est située à l'entrée du Mont Saint-Michel entre 130 le ans qu'on rempart fait des omelettes chez la mère et Poulard. le rocher, et on doit ce lieu à Annette Poulard qui découvre le Mont Saint-Michel à 21 ans. Mhm. Elle était la fille de maraîcher originaire de Nevers, femme de chambre, puis cuisinière d'Édouard Corroyer, grand architecte et élève de Viollet-le-Duc. Et c'est alors qu'en 1872, le gouvernement le nomme pour restaurer l'abbaye du Mont, et Annette Poulard l'accompagne. Elle y rencontre le fils du boulanger, Victor Poulard, qui deviendra plus tard son époux, dont elle prendra le nom. Et ensemble, Ils achètent une ensemble, auberge en fait. ils commencent par l'hôtel Saint-Michel Tête d'Or, puis en 1888, ils quittent ce lieu et acquièrent l'hôtel du Lion d'Or qu'ils vont démolir et construire le bâtiment actuel qu'on connaît Il aujourd'hui. n'y a pas tant que ça de très grands noms de la cuisine française qui sont des femmes. Il y a la mère Brasier à Lyon. La mère Brasier, puisque ces mères, vous savez, c'était le titre un peu honorifique qu'on donnait aux grandes cuisinières de France à l'époque. Et Annette Poulard vraiment incarne cette hospitalité. Elle recevait ses hôtes, célèbres ou non d'ailleurs, Oui, avec parce que une toute la gentillesse, terre est une passée bienveillance. chez elle. Toute la terre, les rois, les princes, les aristocrates d'Europe et du monde, Édouard VII, Théodore Roosevelt, Georges Clemenceau. Enfin, vraiment, la liste est très longue. Même les artistes, Picasso, Monet, Fujita, Cocteau, Pagnol. Enfin, vraiment, de grands noms sont passés par là. Avec une cuisine qui emprunte au meilleur des deux grandes gastronomies normande et bretonne. On est un peu à la jonction des deux là. Bien sûr, le beurre, des pâtes sablées extraordinaires. Et puis, un mot de cette omelette quand même. L'omelette qui vient un petit peu de ses origines paysannes, puisque l'œuf était très important, et aussi parce que c'est un mets qu'elle servait aux pèlerins à toute heure. En fait, quand ils arrivaient, c'était un plat très rapide et facile à faire. Cette omelette d'accueil qui ne figurait pas d'ailleurs dans sa carte au départ, et elle a fini par l'introduire tant de succès. Et donc, c'est une cuisine de vraiment du terroir. Elle est battue très spécialement l'omelette pour avoir ce côté mousseux. Dans des culs de poule en cuivre très longtemps, et elle le cuisait en fait sur les flammes de sa grande cheminée de l'auberge. Moi, j'ai essayé un jour parce que je me disais mais comment est-ce qu'ils font ? En fait, il suffit d'y prendre le temps, c'est tout. C'est que si vous vous contentez de battre votre omelette pendant 1 minute, ça suffit pas. C'est aussi simple que ça. Et puis il faut mettre un peu il faut mettre ce qu'il faut pour la faire monter, bien entendu. Alors,
On mange aussi de l'agneau de présalé dans la région, bien les sûr. Les volailles, voilà, des fermes voisines, les gigots d'agneau, donc de présalé qui sont piqués à l'ail et rôtis au four, des cocottes de poisson, et là, justement, je suis en train de feuilleter un très beau recueil de recettes qui a été publié pour les 130 ans de la mère Poulard. Exactement, à l'occasion de cet anniversaire. Donc la mère Poulard a publié les carnets de cuisine de la mère Poulard qui sont publiés aux éditions du Chêne. Et donc c'est un magnifique ouvrage de plus de 300 pages. Les photographies sont de Sophie Tramier et les textes d'Éric Vanier, qui est un enfant de l'abbé, maire honoraire du Mont-Saint-Michel et propriétaire et successeur de cette auberge depuis 1986. Et il a écrit un petit peu ce livre en souvenir de sa grand-mère paternelle, Mythe, qui lui a fait découvrir la mère Poulard qu'elle a connue et côtoyée lorsqu'elle était enfant. Et lui passait ses vacances au Mont-Saint-Michel et allait 2 fois par an à la mère Poulard. Et l'ami Nicolas Drabaudy a même prêté sa plume à un certain nombre de grands chefs qui rendent hommage à cette gastronomie montoise. Qui les a inspirés, notamment Anne-Sophie Pic, Guillaume Gomez, Philippe Urraca, etc. Et ce sont 88 recettes dans ce livre, pas un nombre au hasard puisque le chiffre 8 est très important pour la mère Poulard. 1888, la date de création, et puis bien sûr le chiffre 8 du 8e siècle quand il y a eu l'apparition de Saint-Michel. Merci beaucoup Lorena, on a bien retenu le conseil de Xavier Bailly. Allez au Mont-Saint-Michel et séjournez-y. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.